je crois qu'on nous a préparé une surprise. Ah, une surprise. Une surprise. Télé-réalité, réaction en live. Regardez ensemble la surprise. C'est parti. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, un grand merci pour cette magnifique surprise que vous nous avez fait vivre et que nous espérons avoir encore très prochainement lorsque nous pourrons nous retrouver dès la semaine prochaine. Nous allons enchaîner maintenant sur le thème suivant. Je vais aborder avec vous des courants positifs qui font suite à tout ce qu'a évoqué Olivier. Nous sommes dans cette ère où la positivité commence à émerger sous différentes formes ou à réémerger, puisqu'en fait, elle est là dès le début de l'humanité, comme on va le voir. Et je l'aborde à travers des exemples précis, des domaines précis, le domaine de la psychologie, le domaine de l'éducation, le domaine de la discipline positive également. Vous pouvez poser des questions pendant ce live et je les prendrai à la fin en direct si vous le souhaitez. Donc, pour démarrer, nous pouvons dire que si nous revenons aux sagesses ancestrales via les peuplades primitives et à notre moi enfant, nous savons de façon intrinsèque
tout ce qui est bon et juste pour nous. La difficulté est de rester connecté à cette justesse et de ne pas se laisser influencer, embarquer par la mode, par ce que dit Pierre-Paul Jacques. Je vous donne un exemple. Une maman sait ce dont a besoin son bébé. Mais par exemple, lorsqu'il pleure et qu'elle est à la maternité, si on lui dit « il ne faut pas le prendre dans les bras », il va devenir capricieux, après vous ne pourrez pas le poser, ça va être terrible, une véritable prison, elle va se détacher de ce qu'elle ressent pour aller dans le courant de ce qu'on lui indique, qui est très souvent en lien avec des modes, des changements sociétaux divers et variés. Donc si nous voulons savoir ce qui est bon et juste pour nous, si nous voulons retrouver ce positif en nous, il faut que nous revenions aux origines. Lorsque vous regardez comment vivent les peuplades primitives, celles qui aujourd'hui essayent encore tant bien que mal de survivre dans un monde qui n'est pas très accueillant et qui essaie plutôt de les intégrer dans notre modernité au lieu de leur laisser leur singularité, leurs coutumes, leurs rituels, eh bien à travers cette image on le voit bien. Les peuplades primitives, elles étaient dans cette notion du lien, de cette unité. Nous formons un tout, personne n'est indissociable de l'autre. Et en même temps, on est en lien avec la nature, on fait un avec elle. Quand on regarde cette image, on imagine faire ce cercle avec des enfants aujourd'hui dans nos écoles, dans une cour de récréation. Qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que nous serions capables, est-ce que nos enfants seraient capables de s'installer comme ceci pour se sentir unis, sentir qu'ils forment une équipe, qu'il y a une cohésion entre eux, que ça circule, qu'ils peuvent se parler tranquillement, sans s'agresser, sans être en position de domination, mais vraiment les uns à côté des autres pour former ce magnifique cercle. Nous savons le faire, nous avons su le faire depuis la nuit des temps. Et quand on va dans l'aspect positif, quand on commence à regarder la vie côté verre à moitié plein et non pas à moitié vide, eh bien on retrouve cette capacité ancestrale à revenir tous ensemble sur le cercle et du coup à coopérer. Et si nous regardons l'enfance dont a parlé tout à l'heure Olivier, l'enfant, il est connecté à lui-même, il est connecté à ses désirs, il est connecté à ses besoins, il est connecté à ses capacités. Tout cela est là, prêt à émerger, et il sent instinctivement ce qui est bon et juste pour lui. Vous avez certainement constaté qu'un bébé ne finit pas son biberon s'il n'a plus faim. Phénomène assez surprenant qui inquiète toujours les mamans. Mais pourquoi il n'a pas fini aujourd'hui ses 60 millilitres alors qu'il a pris son biberon précédent? Eh bien parce qu'il est dans cette justesse et il se respecte. Je n'ai plus faim, j'arrête de manger. Les animaux font cela aussi. Regardez votre chat, vous pouvez lui mettre des croquettes ou quelque chose d'hyper appétant. Quand il n'a plus faim, eh bien il va s'arrêter. Pourquoi est-ce que nous perdons cette capacité d'être juste et d'être connecté à nous-mêmes au fur et à mesure que nous allons vers les stades suivants, l'adolescence, l'adulte, l'âge mûr? Parce que nous avons toute l'éducation, tout ce qui est environnement, les médias, la culture, ce qui est dans l'air du temps qui vient nous influencer et qui nous déconnecte de nos racines, la terre qui nous nourrit, la terre qui nous porte, et de notre moi enfant, de notre moi intérieur qui est connecté à nos besoins. Donc une première façon d'aller vers la positivité dans le quotidien, c'est de se relier à la nature, de prendre conscience qu'on n'est rien tout seul, qu'on fait partie d'un tout beaucoup plus vaste, qu'on appartient à cette espèce humaine, que nous sommes tous frères et sœurs dans cette espèce humaine et que du coup nos actions vont avoir des incidences sur l'ensemble de ce cercle, sur l'ensemble de l'humanité. Une deuxième façon d'aller dans cette positivité, eh bien, c'est de se reconnecter à notre intériorité, à notre petit enfant qui est là bien au chaud dans notre cœur, qui est resté et qui sait ce qui est juste pour nous. Au lieu d'aller poser la question à l'extérieur, à un ami ou à un psychologue, revenons à un mouvement intérieur et retrouvons, vous voyez, ce sourire, cette quiétude, cette certitude, cette confiance dans la vie, dans les autres, en nous-mêmes, que nous avons de façon innée à la base lorsque nous revenons sur cette jolie planète bleue. Malgré tout cela, il y a parfois besoin de nous aider à reconnecter cette positivité.
Et pour nous aider, il y a un courant qui est né dans la psychologie moderne qui s'appelle la psychologie positive. La particularité de la psychologie positive, c'est que contrairement à la psychologie classique, qui elle est basée sur l'étude de la psychopathologie, des maladies, la dépression, les phobies, etc., elle n'est pas centrée sur ces aspects de symptômes et donc de dysfonctionnement de l'être humain, mais au contraire, elle est centrée sur la santé et le bien-être. Son objectif principal, c'est de permettre à la personne de retrouver la santé si elle est malade, comprendre le sens de la maladie et pouvoir dépasser cette maladie si elle n'a pas trop de bénéfices secondaires, bien sûr, à la garder. Et puis, d'être dans le bien-être. Le bien-être étant très subjectif, parce qu'il ne faudra pas les mêmes ingrédients pour chacun d'entre nous pour atteindre ces états de bien-être. Qui a créé cette psychologie positive? Un monsieur qui s'appelle Martin Seligman. Le voici. Donc, qu'a fait Martin Seligman en 1998 au congrès annuel de l'Association américaine? Il a lancé ce mot en lançant ce grand mouvement de psychologie positive. Vraiment, ça a été un grand tournant parce que du coup, on va aux antipodes de la psychologie classique. On décentre le débat sur non pas la maladie, mais sur le bien-être. Qu'est-ce qu'elle promeut essentiellement, cette psychologie positive? Quels sont les grands thèmes autour desquels elle travaille? La connaissance de soi. La connaissance de soi comme socle absolument incontournable et nécessaire pour pouvoir, en se connaissant mieux, avoir moins peur des autres, pouvoir avoir de meilleures relations interpersonnelles, pouvoir aussi, du coup, en se connaissant soi, s'intéresser à l'autre réellement sans en avoir peur. L'épanouissement. L'épanouissement, c'est quelque chose d'important parce que si l'être humain veut aspirer, et c'est quelque chose d'assez fréquent quand même chez l'être humain, de vouloir aspirer au bonheur, au bien-être, à la quiétude intérieure, ça va passer par une période où je me connais, j'apprends à me connaître, du coup j'apprends quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer, et cela va m'amener vers l'épanouissement, déjà de savoir qui je suis, où je vais, pourquoi, comment, avec qui, quand, répondre à ces grandes questions existentielles fondamentales. Et ensuite, il ne suffit pas de se poser les questions, il va falloir passer à l'action, à l'accomplissement. Et la particularité de la psychologie positive, c'est qu'elle propose à la fois de promouvoir la connaissance de soi, l'épanouissement, l'accomplissement au niveau individuel, tel que nous venons de le citer, mais également au niveau du groupe et au niveau de la société. Donc, elle va pouvoir s'intéresser à plein de problématiques différentes, par exemple une problématique groupale, une dysfonction dans la communication dans une entreprise, une problématique sociétale, comment faire pour que X diplomates puissent s'asseoir autour d'une table pour négocier un traité de paix. Tout cela intéresse la psychologie positive, qui a un aspect très sociétal également. Si l'on recherche un petit peu les racines de cette psychologie positive, certes, elle est née officiellement en 1998, mais on a des racines qui remontent très loin. Elle remonte à Aristote. Aristote pensait que fondamentalement la nature humaine était bonne dans le sens positif, et basée sur les vertus. Basée sur les vertus, on va pouvoir développer, grâce à la connaissance de la nature humaine, les vertus, c'est-à-dire des capacités positives. Et puis, la psychologie positive, c'est aussi beaucoup appuyé sur la psychologie humaniste, avec en tête de file Carl Rogers. Carl Rogers, le voici. Carl Rogers a fait prendre un grand virage à la psychologie traditionnelle. Elle a mis le thérapeute sur un pied d'égalité avec le patient. Donc nous ne sommes plus dans une relation d'un sachant et l'autre personne qui vient pour savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, qu'est-ce qui ne va pas. Elle est dans une relation égalitaire. Il va parler de relation d'aide. C'est un mot dont on parle énormément aujourd'hui, mais dont il a la paternité. Et il va recentrer la thérapie sur la personne, en disant ce qui est important, ce n'est pas le thérapeute, mais c'est le patient. Je me mets sur un pied d'égalité avec lui. Je l'écoute, je suis dans l'empathie, j'essaie de me mettre à sa place pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qui se passe en lui, et pouvoir, à partir de ce point de vue qui est le sien et non pas le mien,
lui tendre la main et l'aider avec des outils spécifiques de psychothérapie. Donc Carl Rogers est très connu dans le domaine de la psychologie parce qu'avant lui, on était plutôt dans la position psychanalytique avec un patient allongé qui parle hors de la vue de son thérapeute. Et là, tout d'un coup, on va passer dans une posture thérapeutique totalement différente qui est le face-à-face, le B2B, on dirait en langage moderne, où on est grâce à ce face-à-face sur ce pied d'égalité. Il y a également des racines pour la psychologie positive chez Abraham Maslow. Maslow, vous le connaissez, au moins deux noms, par la pyramide des besoins, voilà, dont on a beaucoup entendu parler. Abraham Maslow nous a vraiment repositionné sur cette notion de besoin. Si mes besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, je ne peux pas arriver en haut de la pyramide à l'accomplissement de soi. Donc, en ce sens, Martin Seligman s'est beaucoup appuyé sur la pyramide de Maslow pour voir quels étaient les besoins fondamentaux de l'être humain et comment on pouvait aider l'être humain à répondre à ses besoins pour pouvoir justement s'épanouir et se réaliser. Ce qui est très très intéressant dans la psychologie positive, en dehors de ce que nous venons d'évoquer, c'est qu'elle est basée sur les ressources. Elle n'est pas basée sur les dysfonctionnements. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je fais des crises d'angoisse? Pourquoi je suis en dépression? Pourquoi je me sens nulle, je me sens moche, tout ce que vous voulez. Elle ne se focalise pas sur le négatif et sur ce qui ne va pas. Au contraire, on change la focale avec la psychologie positive. Elle se base sur les ressources psychologiques, tout ce que la personne a de positif en elle, tout ce qu'elle va pouvoir développer pour avoir confiance en elle, pour aller développer et contrebalancer ses points faibles. Ce n'est pas une psychologie qui nie les difficultés de la personne ou une psychologie qui renie les traumatismes de la personne, pas du tout. Mais face à des faiblesses, face à des traumatismes, ce qu'elle va faire, c'est aller chercher les ressources. Quelles qualités, comme disait tout à l'heure Olivier, je vais devoir développer et pouvoir développer pour contrebalancer mes faiblesses, mes talons d'Achille. Alors Martin Seligman a beaucoup profité aussi des mouvements positivistes. Les mouvements positivistes, on les a vus avec Carl Rogers, avec la pensée positive, Émile Coué, avec le travail d'Abraham Maslow. Il a pris tout cela et il a créé à partir de cette base très très forte qui était née dans les années 50, la psychologie positive. Quand la psychologie positive est arrivée aux États-Unis en 1998, ça a été une révélation. Il y a eu énormément d'adhésion du public, un peu moins de la part des psychologues qui trouvaient qu'il ne fallait pas être aussi positif que ça, parce que si on était positif, finalement on sortait de la pathologie et on sortait du paradigme principal qui occupait la psychologie jusqu'alors. Donc l'approche, l'accueil a été mitigé de la part des professionnels. Par contre, l'accueil a été extraordinaire de la part du public qui tout de suite s'est dit mais oui, on va regarder ce qu'on peut faire et non pas ce qui ne va pas. On va regarder où on peut aller et non pas derrière nous pour voir ce qui nous freine. Donc c'est vraiment une marche vers l'avant également que nous propose la psychologie positive, alors que la psychologie classique nous propose plutôt une marche arrière, aller regarder derrière, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, digéré, pas digéré, et qu'est-ce que j'en fais. Hein? C'est en ce sens qu'on est dans une approche humaniste. L'approche humaniste va toujours aller dans le sens de l'évolution, comme la statue que nous avons la chance d'avoir maintenant parmi nous à Cassiopée. À partir du moment où Martin Seligman a lancé ce grand mouvement, il y a eu énormément de recherches qui ont démarré autour de cette psychologie positive avec des grands thèmes. Par exemple, le bonheur. Et là, je vous ai mis quelques chiffres simplement pour que vous voyez l'évolution de cette psychologie positive qui est finalement rapide. En 1990-91, il y avait environ 200 études sur les 6 continents confondus autour du thème du bonheur. Si on reprend ces études sur le bonheur quelques années plus tard, 2008-2009, on en a 1000. Donc on a fait x5 en quelques années pour montrer à quel point ce thème est devenu important, central et a intéressé les chercheurs. Un autre chiffre avec la résilience étant la capacité à surmonter un obstacle, à surmonter un traumatisme, comment on va pouvoir mobiliser ses forces pour surmonter tout cela.
On était à 100 études en 1990-91 et plus de 1600 en 2008-2009. Il y a de très nombreux thèmes qui ont été étudiés par la psychologie positive. Ce sont des thèmes qui souvent ont des points communs avec des études qu'on peut trouver en sociologie. Un grand thème aussi qui a fait débat et qui est très actuel, le thème succès et réussite, avec une question qui va rester ouverte mais que se pose la psychologie positive. Est-ce que le succès va favoriser le bien-être ou est-ce que c'est le bien-être qui favorise le succès? Et donc ces études ont été menées, vous voyez, il y a 225 articles scientifiques publiés à ce jour sur le sujet, 275 000 participants à ces enquêtes de grande ampleur, pour finir par répondre, à l'issue de cette enquête, le bien-être favorise le succès. C'est donc dans ce sens-là que l'on va plutôt inviter la personne à travailler au niveau de la psychologie positive. D'abord vous connaître, vous sentir bien avec vous-même, en confiance avec les autres. Du coup, vous serez dans des relations interpersonnelles qualitatives, au niveau intime, au niveau professionnel, dans tous les niveaux où vous pouvez évoluer. Et cela amènera les capacités, les ressources pour aller vers le succès. Du coup, les dernières études en psychologie positive nous emmènent plutôt dans cette direction-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces études, elles ont été faites au niveau personnel, sur des thèmes comme le bonheur ou la résilience, qui sont vraiment par rapport à la personnalité, par rapport à soi. Le bonheur, c'est quelque chose de très relatif, hein, dans chaque culture, même chaque être humain va le définir différemment. Donc, du coup, on a ces études au niveau personnel, comme le bonheur, la résilience. Au niveau interpersonnel, on a fait beaucoup d'études sur comment mon comportement va influencer l'autre, quelle attitude va être juste dans mon comportement pour faciliter la communication, les relations humaines, les relations parents-enfants ou autres. Et puis, au niveau social également, on utilise beaucoup la psychologie positive dans les entreprises pour passer du dysfonctionnement, non pas on analyse le dysfonctionnement, mais surtout à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer ce qui se passe. Voilà, le management ne fonctionne pas, qu'est-ce que l'on fait? Évidemment, on peut débarquer les managers, c'est une technique à l'américaine, mais on peut aussi s'asseoir ensemble, réfléchir et essayer de voir qu'est-ce qui permettrait de faire en sorte que ce management devienne un management positif qui convienne à la fois aux managers et également aux personnes qui sont managées. Ce sont ces orientations que va vous donner la psychologie positive. Donc, en petite conclusion pour cette partie, cette psychologie nous propose de dépasser le cadre individuel, le cadre de la thérapie individuelle, pour s'appliquer aux groupes, aux organisations et à tout type d'organisation, aussi bien des organisations personnelles comme la famille, que des organisations sociétales larges comme les États. Donc c'est un courant qui est très en vogue. Voilà une image pour illustrer le bonheur, cette fameuse étude, et une autre sur la résilience. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on pense souvent à la résilience personnelle, ma capacité à surmonter des obstacles. Mais si on prend aujourd'hui cette crise du Covid, eh bien, il faut que nous rentrions dans cette résilience, cette capacité à mobiliser nos forces tous ensemble pour surmonter cette crise liée au Covid, qui est du coup une crise sociétale, une crise de prise de conscience de plein de choses, et qui va nécessiter que l'on passe dans cette coopération, donc à une résilience de groupe. Nous avons toujours dans ce courant positif quelque chose qui est extrêmement important pour la construction de l'être, qui est l'éducation positive. Alors qu'est-ce que l'éducation positive? C'est avant tout une méthode. Donc qui dit méthode dit une méthodologie précise, des exercices spécifiques pour arriver à prendre en main cette éducation positive. Ce n'est pas forcément inné, il faut des clés, il faut des codes que nous permettent de découvrir cette méthode, avec un objectif principal, qui est de gérer les difficultés familiales, de manière à pacifier les relations et les rendre plus équilibrées et positives. Quand on dit plus équilibrées et positives, c'est dans les deux sens. Dans l'éducation positive, on va tenir compte des besoins de l'enfant par rapport à son développement, par rapport à son âge, par rapport à son quotidien, mais également des besoins des parents. Donc, équilibre des deux côtés du plateau, parents-enfants.
on peut bien sûr utiliser l'éducation positive dans une classe et ce sera l'équilibre entre les besoins des élèves et les besoins également du corps enseignant. Basé sur la confiance, bon, ça c'est vraiment la base de cette éducation positive, c'est la base aussi de toute relation thérapeutique, en particulier en psychologie positive. Donc on retrouve cet élément commun entre psychologie positive et éducation positive. La communication, deuxième élément commun entre les deux, et la réponse aux besoins. Et là, on retrouve ces axes vraiment qui vont dans la même direction entre ces deux champs disciplinaires. Alors, il y a une jolie photo ici, excusez-moi, elle est un peu loin. Voilà. Si on voulait représenter cette discipline positive, vous voyez dans ce regard, dans cet échange, toute la confiance qu'il y a entre cette mère et son enfant, symbolisée aussi par les mains. Je suis vraiment en appui, tout en confiance. On est serein, on est joyeux et on communique. Là, on communique par le regard, on communique par la parole, on parle, on construit ensemble. C'est ce que propose l'éducation positive, contrairement à l'éducation traditionnelle qui propose à l'enfant tout simplement de prendre, d'absorber. C'est comme ça et c'est pas autrement. Maintenant, tu fais ceci ou tu fais pas cela. C'est moi le chef, c'est moi l'adulte, c'est moi celui qui sait. Je décide à ta place. Dans la communication positive, le deuxième objectif va être d'apprendre à l'enfant l'autodiscipline. Donc, que rapidement, à travers les situations qu'on lui propose, les exercices, il puisse s'autogérer et il puisse savoir pour lui-même, en étant relié à lui-même, à son moi enfant, comme on l'a vu en introduction, ce qui est bon pour lui, ce qui est juste pour lui. Et ce qu'il va faire, eh bien, qu'il va trouver facilement sa place dans la vie, dans le groupe, dans la société, facilement trouver aussi qui il est, ce qu'il veut, vers où il va. Donc, avec l'éducation positive, on prépare en fait l'enfant à traverser les étapes suivantes, le grand remaniement intérieur de l'adolescence et les décisions d'orientation de vie qui se prennent à l'âge adulte, en lui donnant un socle de confiance, d'autodiscipline et cette façon de prendre les problèmes dans la communication et non pas dans la violence ou la colère, d'aller chercher le dialogue. Le résultat de tout cela, eh bien, c'est qu'on aura un adulte épanoui. Pourquoi épanoui ? Eh bien, parce qu'il aura appris à se connaître, il aura appris à communiquer, il aura appris à répondre à ses besoins et à tenir compte des besoins de son entourage, que ce soit ses parents quand il est petit ou ses camarades de classe et plus tard ses collaborateurs, son chef, etc. Doté de compétences de vie. Ces compétences de vie sont des compétences d'écoute, sont des compétences de patience, sont des compétences de participation, de coopération qui vont pouvoir se développer très facilement à partir du moment où on applique tranquillement, pas à pas, cette méthode au quotidien avec l'enfant. Les principes fondateurs de l'éducation positive, vous allez voir, ils sont simples sur le papier, mais à mettre en œuvre dans le quotidien, ça demande à l'adulte, à la personne qui est en charge de l'éducation, de faire un travail sur soi et surtout de ne pas laisser ces neurones miroirs s'activer, parce qu'avec les neurones miroirs, finalement, on reproduit exactement ce que nos parents, nos éducateurs ont fait avec nous, tout en se disant « Ah, je ne ferai jamais comme ma mère ». Au moment où le conflit arrive, qu'est-ce que l'on voit ? Paf, je fais exactement comme ma mère. Elle criait, je crie. Elle frappait, je frappe. Ce sont ces fameux neurones miroirs dans lesquels s'est engrammé bien, ce qui a été vécu dans l'enfance, qui s'active parce qu'il y a une analogie. Tout d'un coup, je vois mon enfant reproduire ce que moi je faisais et hop, comportement automatique, je vais me mettre à crier ou à frapper. Évidemment, après coup, l'adulte souvent culpabilise et se dit « mais je m'étais bien dit que je ne ferais pas comme ». Ce n'est pas une question de volonté, il faut apprendre à se connaître et avoir des outils spécifiques qui sont proposés en éducation positive pour pouvoir faire autrement. Sinon, les neurones miroirs prendront le dessus. Donc, les principes fondateurs de cette éducation positive. Le premier principe, c'est que l'être humain est un être social. Un être social, ça veut dire un être qui a besoin de communiquer, de partager, mais qui a besoin aussi d'appartenance. Et le besoin d'appartenance, on le voit chez le tout petit, il a toujours envie d'aider. Si vous prenez un jeune enfant, vous lui demandez de mettre la table, ou de balayer, ou de vider l'eau des fleurs, il va le faire naturellement avec appétence parce que du coup,
il va se sentir appartenir au groupe et être utile. Donc lui faire des choses, le faire contribuer fera partie des principes fondateurs de l'éducation positive. Le respect mutuel, il passe par la coopération. Donc j'accepte de t'aider, tu acceptes de m'aider, mais ce n'est pas tout le temps dans le même sens. L'enfant a du mal à ranger sa chambre, son besoin c'est d'avoir de l'aide pour la ranger parce qu'il n'aime pas la ranger tout seul, il n'aime pas ça, c'est un être social, il préfère le faire à 2 ou à 3. Donc dans ce respect mutuel, j'identifie son besoin et je vais l'aider à ranger la chambre. Comme je l'ai aidé, à cause ou grâce à ce besoin d'appartenance, quand moi je lui ai demandé de venir mettre la table, eh bien il va me rendre ce que je lui ai donné, il va répondre à mon besoin qui est à ce moment-là d'avoir un petit peu d'aide au niveau de l'intendance. C'est un équilibre à trouver, l'éducation positive, qui n'est pas très simple en réalité, entre fermeté et bienveillance. Fermeté, ça veut dire qu'on a souvent dit, mais l'éducation positive, ouais, c'est l'enfant roi, il fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il va mettre, ce qu'il va manger. C'est pas du tout ça. Dans l'éducation positive, il y a la fermeté. La fermeté, elle passe par des règles, des lignes de conduite qui sont clairement établies, qui sont d'ailleurs souvent affichées à la maison ou à l'école, là où elles s'appliquent. Et on a ces règles qu'on a mis en commun avec l'enfant, donc on n'a pas édicté les règles soit dans son coin en tant qu'adulte, mais on les a créées avec lui, on l'a fait participer, coopérer, comme ça, il sait de quoi on parle, on lui a appris, on en a débattu avec lui. Donc on a ces règles qui permettent d'avoir cette fermeté, on ne transige pas avec la règle est la règle, et si l'enfant transgresse la règle, eh bien on pourra revenir à ces affichages pour dire voilà, on avait dit que voilà ce que tu as fait, qu'est-ce que tu en penses, quelles solutions pouvons-nous trouver ensemble, toujours dans la coopération. Et la bienveillance ne se traduit pas par tu peux tout faire, tu es formidable, mange pas si tu n'as pas envie, te lave pas les dents si tu n'as pas envie, pas du tout. La bienveillance consiste à répondre aux besoins de l'enfant. L'enfant se met en colère, en général nous nous mettons en colère, nos neurones miroirs s'activent et on va se mettre à crier ou à dire des choses désagréables. En éducation positive, lorsque l'enfant se met en colère, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il se met en colère? Quel est le besoin fondamental auquel nous n'avons pas répondu dans la journée ou dans l'instant, qui fait qu'il va exprimer de la colère? La colère, c'est « je ne me sens pas respecté ». Je suis dans le non, dans l'opposition, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je trouve quel est le besoin qui a généré cette colère et que j'y réponds, automatiquement, la colère va cesser puisqu'elle n'a plus de raison d'être. Vous voyez, c'est le type de chemin que nous propose la discipline positive. Et puis, dans cet équilibre entre fermeté et bienveillance, il y a quelque chose de fondamental. Il faut tenir compte du stade de développement de l'enfant. On ne peut pas demander à un enfant de 2 ans la même chose qu'à un enfant de 8 ans. Donc, il faut tenir compte aussi des besoins qui sont fondamentalement les mêmes, mais qui ne s'expriment pas au même degré, au même niveau, en fonction de l'âge de l'enfant. Ce que prône aussi l'éducation positive, c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc, laisser l'enfant faire les choses, se rendre compte par lui-même que ça ne fonctionne pas. Voilà. Une fois qu'il a fait l'apprentissage par l'expérience, eh bien, il a engrammé la connaissance, s'est intégré, il s'en est enrichi et il n'a pas été dans l'opposition à l'apprentissage. Un autre point clé, tout comportement a une intention consciente ou inconsciente. Donc souvent on dit de l'enfant qu'il se comporte mal. Voilà. Il a des comportements inadaptés, inappropriés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière il faut trouver l'intention et derrière l'intention on retrouve le besoin et on repart sur cette cascade. Et puis le dernier point, on fonctionne tout le temps en éducation positive sur les encouragements. Pas de punition qui vont créer du ressentiment, désir de vengeance, envie de recommencer, etc. Ni récompense, parce que sinon, l'enfant, pour mettre en place ses bonnes actions, ses comportements en adéquation avec les règles que vous avez posées, etc., eh bien, il va s'attendre à chaque fois à ce que ce soit monnayé. Alors, je veux bien ranger ma chambre si tu me donnes 2 fraises tagada. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il n'aura pas toujours dans la vie, en tant qu'ado, adulte, plus tard, de récompense systématique. Il devra travailler. Sa récompense, ce sera son salaire, mais tous les jours, on ne va pas lui dire « Oh, tu as super bien réglé ce problème de fichier, je te donne 10 €. Dans la vraie vie de tous les jours, ça ne va pas fonctionner comme ça. D'où l'idée de ne pas passer par ce système de récompense, sinon,
Après, l'enfant sera tout le temps en colère, tout le temps déçu, dès que vous ne lui donnez pas une récompense. On ne va pas lui donner une récompense parce qu'il met la table. Il met la table parce qu'il est dans le respect mutuel, parce qu'il y a cet équilibre, etc. Et donc, on l'encourage, on lui dit merci, on va lui dire c'est bien, super, heureusement que tu es là pour m'aider. C'est de l'encouragement, mais on ne va pas, monnayer le fait qu'il mette la table. Voilà, de nouveau cette belle image. Et chemin faisant, nous avons parlé de l'éducation positive et nous arrivons à un troisième grand volant, donc la psychologie positive, l'éducation positive, la pédagogie positive. Vous savez que la pédagogie est extrêmement centrale dans la construction de l'être. On va passer énormément d'années et de temps dans les écoles. Éduquer, c'est accompagner. Nous sommes en tant que parents éducateurs, mais tous les enseignants sont aussi éducateurs. Et on se rend compte aujourd'hui que la pédagogie traditionnelle, frontale, avec les fameux « peut mieux faire »,« tu n'as pas assez appris tes leçons », etc., « arrête de regarder par la fenêtre » et autres, ne fonctionne pas parce qu'elle crée des blessures et elle met en doute l'enfant sur ses capacités. Du coup, si j'ai un bulletin qui est nullissime et qu'en plus je me fais punir derrière et qu'on me dit si tu n'as pas de meilleure note au prochain trimestre, tu n'iras pas en vacances en colo ou chez papy et mamie, on rentre dans un système qui est extrêmement contraignant et qui est extrêmement négatif pour une construction positive de l'être, pour avoir confiance en soi, pour se dire je suis capable de, je vais y arriver. Donc, la pédagogie positive, on va en prendre un exemple. Il y a plusieurs courants de pédagogie positive, mais j'ai choisi la pédagogie Montessori parce que c'est simplement celle que je connais le mieux. Et cet exemple, on le doit à Maria Montessori. Je vais vous montrer une jolie photo de Maria Montessori ici, entourée avec les enfants. Vous voyez, elle s'adresse tranquillement à chacun d'entre eux avec une bienveillance, une présence pleine. Et c'est ce que les enfants attendent dans cette pédagogie. Ça a été une femme extraordinaire, la première femme médecin en Italie et une humaniste avant tout, qui est partie de l'observation des enfants. J'observe les enfants pour comprendre quels sont leurs besoins, comment ils fonctionnent. Et à partir de là, je crée un matériel pédagogique adapté pour que l'enfant puisse apprendre de façon fluide, en étant heureux, et que la pédagogie soit au service du développement de la personnalité et non pas que la pédagogie vienne casser la construction de cette personnalité. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a découvert que les enfants ont de grandes capacités de concentration. Elle était très étonnée de voir que des tout petits, de 3-4 ans, pouvaient rester très très longtemps concentrés. En pédagogie Montessori, on fait des temps de travail de 2h30. Ça paraît énorme. On se dit, mais comment les enfants de 3 ans vont passer toute leur matinée sans aller dans la cour? Oui, ils vont passer leur matinée sans aller dans la cour. Ils ne vont même pas réclamer à aller dans la cour, tellement ils sont focalisés. À une condition, c'est que le matériel qu'on leur propose soit adapté, attractif, beau, dans des matériaux nobles et mis à leur disposition. C'est-à-dire qu'ils puissent aller prendre ce matériel librement. Qu'on n'ait pas demandé, est-ce que tu peux me donner la carafe? Non, la carafe, elle est sur un petit plateau, je prends mon plateau, je m'installe sur ma table ou au sol et je travaille avec cette carafe et ce plateau tout le temps dont j'ai envie ou besoin sans qu'on m'interrompe. Donc ça a été une première découverte. Deuxième découverte, ils s'autodisciplinent naturellement. C'est-à-dire quand ils sont focalisés, intéressés, ils sont dans de bonnes conditions. Il n'y a pas besoin de crier, de leur dire « assieds-toi, arrête d'embêter l'autre ». Bon, ils s'autodisciplinent parce qu'ils se sentent bien. Troisième, ils absorbent les connaissances avec facilité. Elle parle de l'esprit absorbant de l'enfant comme une éponge qu'on nourrit et qui absorbe tout. Fluidité et bonheur. Le bonheur d'apprendre, le bonheur de combler la soif de connaissance qui est une des caractéristiques essentielles de l'être humain. Et en entretenant cette soif, eh bien, on ne peut pas étancher cette soif. Donc, un enfant à qui on a permis de travailler dans de bonnes conditions, dans ce type de pédagogie, gardera toute sa vie l'envie d'apprendre, la soif d'apprendre et continuera à aborder l'apprentissage avec un regard positif. Et ça, c'est un très beau cadeau. Et ici, on voit une classe Montessori dans les années 50 avec l'éducatrice qui est tranquillement assise et les enfants sont occupés. Ici, il y en a qui sont avec des chiffres, d'autres avec des lettres. Chacun travaille en autonomie, en s'auto-disciplinant.
Elle s'est rendue compte aussi qu'ils ont besoin de répéter. Mais ça, vous l'avez déjà constaté. Quand un enfant commence à faire quelque chose, le bébé de tout à l'heure sur le PowerPoint d'Olivier, qui joue à placer des cubes, eh bien, il va refaire 100 fois ce mouvement. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il le refait? Il le refait parce qu'au fur et à mesure qu'il refait le mouvement, il se dit intérieurement, waouh, c'est génial, je sais le faire, j'arrive à le faire, j'arrive à le faire de mieux en mieux. Vous avez souvent constaté que lorsqu'un enfant a fini de réaliser quelque chose, tout d'un coup il fait waouh, il explose de joie et il a un sourire jusqu'aux oreilles où il éclate de rire. Vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, je me sens compétent par la répétition. Ça nourrit mon estime de moi, le regard que je vais porter sur moi. Et c'est très important parce que l'estime de soi est la base de la confiance en soi. Si j'ai une estime de moi négative, je me sens nulle, eh bien je ne pourrai pas avoir confiance en moi et difficilement confiance dans les autres. Ils ont besoin d'ordre et de propreté. Ça l'a beaucoup étonné sur sa première classe, en fait, la maison des enfants qu'elle a créée en 1907 en Italie. Les enfants avaient besoin que l'espace soit propre, qu'il soit rangé, que chaque pot, fleur, tout ce que l'on veut soit à sa place, et ils n'aimaient pas du tout le désordre, la saleté. Pourtant, c'était des enfants de la rue, des enfants pauvres qui n'avaient rien, mais tout de suite, ils ont organisé leur espace. Et c'est vrai que quand vous rentrez dans une classe Montessori, vous avez un environnement qui est ce qu'on appelle préparé. Tout est à sa place. Quand un enfant prend quelque chose, il le remet à la même place. Il y a une notion d'organisation, dont parlait Olivier tout à l'heure, qui est extrêmement importante et omniprésente dans cette pédagogie. Besoin de ne pas être interrompu. Alors ça, c'est pour cela que Maria Montessori préconise les longues plages de travail, et on le voit à la maison, quand l'enfant est intéressé, il peut travailler très longtemps, et il n'aime pas qu'on vienne lui dire « à table, on va se laver les mains, on sort ». Il a besoin d'aller au bout de ce qu'il a entrepris. Il n'aime pas ne pas finir. Donc on essaye toujours, dans cette pédagogie, de lui laisser tout cet espace-temps. Il traverse des périodes sensibles. Ça, c'est une découverte très intéressante qui est reprise aujourd'hui en psychologie de l'enfant, psychologie moderne. Elle a, à l'observation, constaté que les enfants avaient à certains moments un intérêt extrême, presque obsessionnel, pour certaines choses, le langage, l'écriture, les petits objets, l'ordre, et que quand l'enfant traversait cette période sensible, eh bien, il avait vraiment besoin de travailler dans ce champ jusqu'à ce qu'il se soit rempli. Donc un enfant qui est dans la période sensible de l'écriture, il peut passer sa journée à écrire. Et il écrit sur tout type de format. Il est là-dedans, c'est comme si tout le reste disparaissait. Il est monofocal à ce moment-là. Et une fois qu'il a nourri ce besoin de répondre à cette période sensible, qui est un mouvement intérieur, eh bien, il va pouvoir passer à la lecture, à d'autres choses. Et si l'on peut conclure, sa pédagogie s'adapte au développement de l'enfant. Il l'accompagne, il ne le précède pas, et elle intègre toutes les découvertes qu'elle a faites tout au long de ces années d'observation. Voilà. Quelque chose aussi qui a beaucoup surpris Maria Montessori, c'est l'intérêt spontané que l'enfant porte à l'environnement, la nature, le vivant. Alors on revient à notre image de tout à l'heure, de notre peuplade avec tous les enfants assis par terre avec leurs pieds. C'est quelque chose qu'elle a repris, puisque dans une classe Montessori, vous avez aussi un cercle sur lequel s'assoient les enfants, même si leurs pieds ne sont pas, comme nous l'avons vu sur l'image précédente. Mais c'est cette même idée, de se sentir relié, d'être assis au sol pour se sentir relié à la terre. Et il y a toujours une proposition de jardinage, de travail à l'extérieur, de travail en sciences, d'observation des insectes, des fleurs, etc., pour répondre à ce besoin. L'enfant, lui, de façon naturelle, sait qu'il est relié. Il est relié à la terre, il est relié aux autres enfants, il est relié à sa famille, il est relié au groupe. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui et qu'il sent qu'il a besoin de mettre en œuvre. Et le dernier point, les enfants sont enthousiastes et ils partagent leur enthousiasme. Donc du coup, quand ils font des choses qui sont appétantes pour eux et qui les nourrissent intérieurement, ils vont en parler à tout le monde, ils vont vouloir reproduire ce qu'ils ont fait dans ces ambiances à la maison. Et c'est pour cela que Maria Montessori disait « les enfants éduquent leur famille ».
et œuvre pour l'harmonie et l'évolution positive de la société. Son rêve, c'était que la pédagogie Montessori devienne une pédagogie universelle, une pédagogie d'État, accessible à tous les enfants du monde, pour aider justement cette évolution de l'humanité, pour aller vers cet humanisme, pour aller vers cette conscience de groupe qu'elle permet de développer, et qui n'est pas innée quand même au départ. Au départ, l'enfant est égocentré. C'est moi, c'est mon doudou, c'est ma maman, c'est je. Et il va falloir qu'il s'ouvre comme une fleur petit à petit pour aller vers cette conscience de groupe. Confiant et autonome, ça, ce sont les deux mots-clés, les deux objectifs principaux de cette pédagogie. L'enfant développe des compétences de vie essentielles, comme dans la psychologie positive. On va développer des compétences de vie essentielles pour devenir là aussi un adulte équilibré et épanoui. Vous voyez que les objectifs que l'on a posés dans la discipline positive et dans mais l'éducation positive se retrouvent également dans la pédagogie. C'est vraiment le socle que l'on retrouve entre ces trois exemples. La conclusion. Si nous prenons ces trois approches, l'éducation parentale positive, la pédagogie positive, la psychologie positive, si l'on applique tout cela au niveau individuel et collectif, nous pourrons alors cheminer vers cette évolution de la conscience dont vous a parlé Olivier, vers cette notion d'unité, de reliance. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et nous pourrons passer de cette conscience personnelle qui fait que toutes mes actions sont dirigées vers mes désirs, mon plaisir, moi, et je m'en fous des autres, pour aller vers une conscience collective et vers cette résilience collective dont nous avons besoin aujourd'hui, particulièrement avec la crise du Covid, demain avec d'autres crises, d'autres situations sociétales compliquées. Et aller vers cette conscience de groupe, c'est ce qui peut nous permettre d'évoluer au niveau de l'humanité et que chacun puisse trouver sa place et trouver dans sa quête de bonheur sa réponse à ce bonheur, sans empiéter sur les autres, sans être dans la guerre, sans être dans je t'écrase, toi, pour être heureux, pour prendre ta place, pour avoir plus de gains, etc. Mais vraiment dans un esprit de coopération, de contribution et de partage, qui sont finalement les valeurs de demain, les valeurs fondamentales vers lesquelles tout ce courant positif nous permet de nous diriger. Voilà pour la fin de ce petit topo. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? À 13h. Qu'est-ce qui se passe à 13h ? La présentation de la chef. Ah, à 13h, quelque chose de très important. Vous allez rencontrer quelqu'un d'extraordinaire qui a rejoint notre équipe il y a quelques semaines, Éléonore, notre chef de cuisine. Nous vous invitons à venir partager ce moment avec elle. Et entre-temps, on a des mandalas qui vont continuer, bien sûr, ces magnifiques mandalas que vous voyez depuis ce matin, qui vont continuer à être diffusés. À tout à l'heure.